beaucoup, mesdames et messieurs, de nous suivre encore une fois. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. On est en face de nous. On est avec monsieur Nikez Kibel Oka. Il est journaliste écrivain. Il est fondateur du média Les Coulisses, RDC. Un média qui est qui est très connu, particulièrement dans l'Est du Congo, mais aussi ici à Kinshasa, un peu partout dans le monde. Il est en face de nous, avec qui nous allons parler justement de la question sécuritaire de l'Est, partant des déclarations des évêques de la Cinco. On va revenir également sur, un peu sous son ouvrage, les rébellions rwandaises au Kivu. Et puis enfin, on va chuter sous la question constitutionnelle, parce que, voilà, lui en tant que journaliste, chercheur, quelle est sa compréhension? Eh bien, il en a parlé, on va à nouveau en parler. Monsieur Nikez Kibel Oka, comment allez-vous? Non, ça va très bien, Dan. Merci, on est en forme. C'est moi de vous remercier. Votre émission Les Coulisses, votre émission d'analyse est suffisamment en train de pénétrer. Ça, c'est une très très bonne chose. Et vous avez une audience qui devient de plus en plus large. Et on reçoit beaucoup d'échos pour ça. Je tiens à vous féliciter pour ça. Merci, je dois dire merci aux téléspectateurs qui vous soutiennent, qui nous soutiennent et qui nous écrivent aussi. Je dois leur dire merci parce que nous sommes là pour eux. Et c'est pourquoi nous demandons toujours les feedbacks pour faire mieux. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous témoignent de leur admiration. On leur dit merci. Merci, monsieur Nikez Kibel. On va commencer par d'abord la déclaration de la Cinco, votre compréhension justement. Et puis vous nous parlerez aussi de l'Église catholique à travers ses actions, tout ça. L'Église a fait une déclaration à l'issue de son assemblée générale extraordinaire. Elle a dit que si on osait changer la Constitution dans ce contexte-ci, pendant que l'Est du pays est occupé, ça serait déjà consacré la balkanisation. Comment vous comprenez cette sortie médiatique des évêques et quelle est votre interprétation de cela? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Ainsi de suite. La sortie médiatique, c'est de leur droit. Donc, c'est une session extraordinaire dont on ne peut pas les leur empêcher. Mais je ne suis pas d'accord de la façon qu'ils présentent la balkanisation. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je dis que nos pères de l'Église feignent d'ignorer les réalités du conflit ou des conflits dans la région des Grands Lacs. Et les conflits que nous vivons, que nous subissons, parce que nous les subissons, ça ne vient pas de la République démocratique du Congo, contrairement à tout ce que les gens peuvent raconter. Ce que nous subissons ne vient pas de la République démocratique du Congo. Il faut comprendre l'histoire du Rwanda. Tout ce que nous subissons vient du Rwanda. Et je vais vous expliquer rapidement. Au Rwanda comme au Burundi, il y en a trois, mais plutôt on parle de deux communautés ethniques. Il y a les Hutus et les Tutsis. Pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, les Tutsis pensent que les Hutus sont au service des Tutsis. Et que les Hutus ne peuvent pas diriger le Tutsi. Alors, dans la vague de génocide ou de massacres, quand les Hutus prennent le pouvoir, les Tutsis vont en exil. Les Tutsis se sont vengés pour récupérer le pouvoir. Pour eux, c'est leur pouvoir. C'est leur pouvoir parce que la féodalité au Rwanda fait que les Tutsis soient des seigneurs et les Hutus soient des cultivateurs ou des vassaux. C'est comme ça dans leur logique. Et c'est dans cette logique-là... C'est leur culture déjà? Oui, c'est une culture et que les Occidentaux ont finalement adoubé. Ce n'est pas dû aux colons belges qui sont venus consacrer cette supériorité à l'ethnie Tutsi. Les colons ont trouvé cela. Et ils n'ont pas inventé. Non, ils n'ont pas inventé. Les colons ont trouvé, ils ont accentué. Et lorsqu'on a voulu corriger, ça n'a pas marché. Parce qu'on a voulu corriger assez maladroitement à partir des années 50, les vents des indépendances. Les Hutus majoritaires ont pris le pouvoir par des voies démocratiques. La démocratie à l'occidentale, c'est-à-dire la majorité gouverne. Il s'est fait qu'à ce moment-là, il y a eu vague d'exilés, les Tutsis sont allés en exil. Un peu partout à travers le monde, Rwanda, et plutôt Ouganda, Congo, Burundi, ainsi de suite.
Et comme au Rwanda, le pouvoir s'obtient par le sang, il n'y a pas de démocratie. Le pouvoir au Rwanda s'obtient par le sang. Soit ce sont les Hutus qui prennent le pouvoir et les Tutsis vont en exil, soit ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir et les Hutus vont en exil. C'est impossible qu'ils puissent cohabiter, accepter le pouvoir qui est Ils établi. ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Mais bon, je dirais, j'allais dire comme les Quinois, c'est une religion, mais c'est une tradition. C'est comme ça que les gens comme Pasteur Bizimungu, ceux qu'on a appelés les Hutus modérés, ont voulu corriger l'histoire. Mais Kagame, quand il arrive, le Front patriotique rwandais, quand ils arrivent au pouvoir, ils viennent pour venger les Tutsis. Et quand ils viennent pour venger les Tutsis, ils récupèrent le pouvoir et ils nous demandent à nous, la République démocratique du Congo, d'exterminer les Hutus. C'est ça la neutralisation des Hutus. Les FDLR. Mais vous dites, ça c'est un langage diplomatique, les FDLR. Mais tous les FDLR sont des Hutus, non? Mais Hutus accusés d'avoir commis un génocide, d'avoir tué des enfants, d'avoir tué les femmes, les mutilés. Oui, mais c'est que je dis, l'histoire, qu'est-ce que l'histoire du Rwanda nous raconte? L'histoire du Rwanda nous dit que le pouvoir au Rwanda était entre les mains de tous. Les Hutus n'étaient que des serviteurs. Et lorsque les Hutus prennent le pouvoir, les Tutsis comprennent, disent non, eux ne peuvent pas nous diriger. C'est nous, le pouvoir est fait pour nous, il faut récupérer ce pouvoir. Malheureusement, il y a les génocides. Donc, quand les Hutus prennent le pouvoir, il y a des massacres de Tutsis. Les Tutsis, ceux qui ont résisté, Dieu merci, ils sont se venger aussi. Maintenant, 40 ans après, ils se sont dit, nous rentrons récupérer notre pouvoir. C'est la vengeance sur base de la haine. Ils sont revenus, ils ont récupéré le pouvoir. Et quand ils récupèrent le pouvoir, c'est comme quelqu'un qui vide l'eau de l'étang. Et l'eau et le poisson vident. Ils récupèrent le pouvoir, ils récupèrent les terres, ils récupèrent tous les biens. Et les Hutus se retrouvent réfugiés, exilés sur de leur propre pays. Maintenant, avec l'évolution, parce que nous pouvons aller un peu plus loin, Laurent Désiré Kabila, que le FPR nous présente comme libérateur. Vous savez ce qui va se passer? Laurent Désiré Kabila, quand il signe une alliance avec les Hutus, les FDLR, il est sur la liste des gens à battre. J'ouvre une parenthèse. Il a signé un accord avec les FDLR. Mais les FDLR, c'est Laurent Désiré Kabila qui a essayé de les regrouper. Parce que lorsque le Front patriotique rwandais lance la guerre, Kabila sait que nous n'avons pas une armée qui peut résister à la puissance des FPR, l'UPDF et pratiquement des conseillers occidentaux comme les Américains et autres. Et il fait recours et au FDLR et au Maïma. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Il les met ensemble. Il les met ensemble. C'est eux qui doivent défendre la RDC. La RDC, avec les FAC. Maintenant, il va se poser un problème. La guerre éclate effectivement, il y a des affrontements, et puis il faut aller au dialogue. Les Occidentaux nous imposent un dialogue avec comme facilitateur Ketumile Masire, l'ancien président de Botswana, mais qui à ce moment-là, il est président de la commission du génocide à l'Union africaine. Laurent Désiré Kabila sait que ce monsieur a un penchant du côté des Tutsis. Et comme moi je suis avec les Hutus, donc ça ne peut pas marcher. Laurent Désiré Kabila refuse Masire comme facilitateur. Il aura fallu qu'on les tue pour que Joseph Kabila accepte Masire, et Masire va nous amener au dialogue de Sun City, que moi j'appelle un cimetière pour la RDC. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est vous dire que si vous ne connaissez pas cette histoire entre les Hutus et les Tutsis du Rwanda qui fait notre malheur, tout ce que vous prendrez comme décision, c'est vraiment à côté du sujet. C'est pour revenir à la déclaration des évêques. Donc, nous disons, où les pères de l'Église feignent de comprendre les réalités, ou ils sont ignorants. Excusez-moi les termes. Pourquoi? Parce que nous avons deux cas. Je les cite régulièrement. Vous avez l'ancien évêque d'Uvira, Monseigneur Gapangwa, Tutsi. Quand il a fait plus de 10 ans comme évêque d'Uvira, donc dans la Senko, lorsqu'il quitte, il fait une déclaration publique qu'il n'a jamais été congolais. Il est venu au Congo, il est né en 1955, sa carte de naissance,
Il est venu au Congo comme Rwandais. Il a dirigé le diocèse d'Ouvira comme Rwandais. Il a participé aux réunions de la conférence des évêques du Zaïre et conférence épiscopale du Congo comme Rwandais. Il l'a dit. La Senko n'a jamais réagi. Dernièrement, il y a un évêque rwandais, un évêque Tutsi, qui a fait la déclaration que Bukavu, Goma, tout ça, c'est le Rwanda. Donc, il faut récupérer ces territoires. Alors, si des Congolais intellectuels suivent tous ces discours et ils vous disent non, nous ne sommes pas là, le problème est interne au Congo, donc soit ils font semblant, soit ils ne comprennent pas. Donc, ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la façon avec laquelle les évêques, nos évêques, traitent les sujets, traitent la crise en République démocratique du Congo. Nous avons aussi des évêques de Kivu, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas les réalités. Ils sont membres de la Senko. Ils sont membres de la Senko, c'est ça ce qui nous étonne. Nous avons aussi des évêques du Kivu, nous avons la province ecclésiastique du Kivu qui a comme siège Bukavu. Mais nous avons eu 3 évêques qui sont morts. Muziro a été assassiné, Kataliko a été empoisonné, et Monseigneur Charles Kambale Mboga a été empoisonné dans les habits sacerdotaux avant de prendre le siège épiscopal. Les évêques, ils savent ça. Bon, comment on peut faire semblant? Quel est le lien entre... Parce qu'eux parlent de la Constitution. Ouais. Ils disent si on change la Constitution, un peu comme vous dites, la menace de balkanisation, elle est permanente. Ouais. C'est-à-dire, si on change la Constitution et que cette partie est toujours entre les mains des Ougandais, des Rwandais, nous risquons donc d'avoir une balkanisation qui sera consommée. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut revoir l'histoire. Dans l'histoire du Rwanda, je reviens sur l'histoire du Rwanda. À un moment, les Occidentaux ont pensé que pour avoir la paix au Rwanda, il faut créer 2 républiques. Une république uniquement pour les Tutsis, avec comme quelques Hutus comme serviteurs, et une république pour les Hutus. Mais créer une république comme cela poserait le problème de l'intangibilité des frontières. Consacré par la charte de l'Union africaine. Consacré par la charte de l'Union africaine et même des Nations Unies. Le deuxième scénario, c'était de mettre une force d'interposition entre les Hutus et les Tutsis. Parce qu'ils savent qu'ils continueront à s'entretuer. Là aussi, ça n'a pas marché. Le troisième scénario, c'est de créer une république au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, de prendre une partie de notre territoire. Là où il y a des populations d'expression Kinyarwanda, que nous appelons communément les rwandophones. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la cartographie de la guerre, de l'agression. Le Rwanda occupe jusqu'aux limites où il y a des rwandophones. Donc, ça c'est l'histoire que nous vivons. L'histoire qui se répète. Et donc, lorsque les évêques disent que si on touche à la Constitution, c'est balkaniser des faits. Mais moi, je dis, cette histoire de la balkanisation date même d'avant Tshisekedi. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Puisque je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il y a une partie qui n'est pas sous le contrôle de l'administration. Parce que dans 2 ans, dans 2 ans et demi, le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi prend fin. Mais nous avons un grand ennemi, je le dis toujours, nous avons un grand ennemi, nous les Congolais. Kagame. Non, le temps. Les Congolais ne respectent jamais le temps, ne comptent jamais sur le temps. Or, le temps est un allié, à la fois allié et ennemi. Time is money, disent les Anglais. Oui. Vous savez que si aujourd'hui on ne touche pas à la Constitution, admettons, les évêques ont raison, on ne touche pas à la Constitution. Dans 2 ans, le mandat de Tshisekedi prend fin. On fait quoi? Le pays n'est pas encore libéré. On organise les élections ou pas? Oui, je ne sais pas. Ça, non, mais non, la question que nous nous posons, que je me pose, ne touchez pas à la Constitution parce qu'une partie du pays est sous contrôle du Rwanda. Tshisekedi dit, mettons-nous ensemble pour chasser le Rwanda. L'opposition dit non, vous êtes avec le Rwanda, nous on ne veut pas, ne touchez pas à la Constitution. Dans 2 ans, si nous sommes dans le statu quo, personne ne le souhaite, mais si nous sommes dans le statu quo, est-ce qu'on va organiser les élections ou pas? Alors, eux demandent à la place que c'est déjà le moment d'organiser un dialogue. Ouais. Un dialogue pour amener tous ceux qui sont, un dialogue qu'ils disent inclusif. C'est-à-dire Kabila sera là, Corneille Nangaa sera là, les Simo et les autres seront autour de la table
Parce que c'est eux qui ont les armes. S'ils sont amenés au dialogue, qu'ils se mettent d'accord, ils vont déposer les armes, le pays sera à nouveau réunifié. Je l'ai dit ici que Sun City a été un cimetière pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Les Occidentaux, avec Thabo Mbeki n'est pas occidental, il est africain, on dirait ont voulu nous faire payer ce que Mobutu a fait. Mobutu, en 1989, a reçu de Klerk, comment il s'appelait là, les Sud-Africains. Frédéric Leclerc, à Goma. L'ancien président. L'ancien président. Dans les dialogues, dans les discussions, selon ce que nous avons appris, ce qu'on a demandé à Mobutu, Mobutu a posé comme condition la libération de Mandela. À Goma, en 89. De Klerk lui a donné sa parole d'honneur, il dit je le ferai contre vents et marées. Et lorsque De Klerk fait tout, il libère Mandela. Vous savez ce que les Occidentaux ont perdu en termes des affaires. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi? Mais parce qu'on a permis aux Noirs d'accéder au pouvoir. On a permis aux Noirs d'avoir des entreprises qui étaient... appartenaient aux Blancs à l'époque. Un apanage pratiquement uniquement des Blancs. Et vous avez même vu Elon Musk, je crois. Elon Musk. Elon Musk, quand il est allé aux États-Unis, il a accusé l'Afrique du Sud d'avoir confisqué les biens des Blancs. Terres, tout ça. Vous comprenez? Oui. Et donc, ces fêtes-là, nous les payons. Les gens... Comment ça? Mais parce que c'est Mobutu qui demande à De Klerk de libérer Mandela. De Klerk arrive, il le fait de sa propre volonté. Mais il y avait déjà un processus de pacification, il y avait déjà des événements qui ont précédé. Mais quand Mandela arrive au pouvoir, quand Mandela est libéré, quelle est la conséquence jusqu'à aujourd'hui? Qui gère l'Afrique du Sud? Ce sont les Noirs. Et les Blancs. Et on a mis fin à l'apartheid, ça ne peut pas plaire. Regardez ce qu'on a fait en Zambie, au Zimbabwe avec Mugabe. Comprenez? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, j'ai dit seulement ceci, que le dialogue qu'on nous impose, c'est un dialogue de soumission. Les accords que nous signons après les dialogues, ce sont des accords de soumission. À qui? À ceux qui veulent la balkanisation du pays. Mais je commence par Lusaka. C'est-à-dire Lusaka qui amène au dialogue intercongolais. Qu'est-ce qu'on nous dit au dialogue intercongolais? Fermez les yeux, mettez-vous ensemble, réunifiez le pays et vous redevenez fort. Diriger le pays ensemble. Diriger le pays ensemble, 1+4. Nous le faisons, non? Il n'y a aucun recensement. C'est-à-dire, les rebelles, appelons-les comme ça, les rébellions rwandaises, vous avez rappelé le titre de mon livre. Les rebelles arrivent sans recensement. On déverse dans notre pays, administration et armée, des Congolais, des vrais et des faux. On se partage la fonction publique, les services spéciaux, l'armée et tout. Est-ce que nous avons eu la paix? Non. Pourquoi? Parce qu'en semblant de paix, quand même c'est ça la paix des cimetières. La paix des cimetières, c'est-à-dire la paix armée, appelle de nouveaux conflits. La preuve, en 2004, il y a l'attaque de Bukavu avec Gilles Moutebousi et Laurent Nkunda. En 2004. Et on peut avancer. Le CNDP naît. Et puis, bon, nous prenons cet accord-là de Sun City, qui aboutit même à la constitution dont vous parlez tout à l'heure. 2006. C'est l'accord de Sun City qui a préparé le terrain à cette constitution-là. On a donné le pouvoir à tout le monde, même à tous ceux qui ont tué. Donc, pas de justice, l'impunité totale. En 2008, d'abord en 2007, le président Obasanjo et Louis Michel négocient avec Nkunda. Et je me souviens toujours de la phrase que Obasanjo a dit à Nkunda, parce que Nkunda dit non, Kabila doit partir, nous n'avons pas besoin. Obasanjo lui dit, petit, tu as tout gagné. Il reste une seule chose. Je te le dirai un autre jour. Nkunda a insisté. Dites-le-moi, qu'est-ce qui me reste pour devenir grand? Obasanjo lui dit à l'oreille, il te reste la prison.
il te reste tu as tout gagné, mais il te reste la prison. Nkounda aujourd'hui, il est où? Il est au Rwanda. Vous comprenez? Alors, ces accords-là, on ne les met pas en pratique, mais en 2008, la conférence de Goma, où il n'y a que les Kivusiens qui se retrouvent, on signe aussi des accords. Et à la fin, les Tutsis vous disent non, ça ne nous engage pas. Le 23 mars 2009, il y a les accords CNDP gouvernement qui va aboutir au mixage. Et comme toujours, avec les brassages et les mixages, rien. Ces accords-là du 23 mars, où ils demandent la gestion d'une partie de la République démocratique du Congo, depuis les Haut-Katanga jusqu'au Haut-Touélé. C'est dans les accords du 23 mars qui donnent la naissance au M23. Donc c'est des accords de soumission. Lorsque ces accords sont validés par l'Union africaine, ces accords qui aboutissent à la création du mécanisme national de suivi que nous avons ici, ce sont des injonctions uniquement sur les Congos. Vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez décentraliser, vous devez donner le pouvoir, vous devez être démocratique. Autour de nous, tous les États qui sont voisins à nous, tous ceux qui nous donnent des leçons, ils ont leur démocratie à leur manière, pas la démocratie à l'occidentale. Bon, puisque vous dénoncez ce processus-là qui n'a pas permis que le Congo soit pacifié, ouais. Quelle serait la meilleure procédure? La meilleure procédure serait d'abord que tous les Congolais, de façon générale, parlent le même langage, en ayant en tête le même ennemi. Qui? Le Rwanda. Le FPR de Kagame, c'est notre ennemi, visible et invisible. Parce que nous avons des exemples. Nous avons l'Ukraine. Est-ce qu'en Ukraine, il n'y a pas d'opposants? Mais on n'en parle pas. Nous avons l'Iran. Il y a des opposants. Mais face à la nation, parce que les nations naissent et meurent, face à la nation qui est en train qu'on est en train disons, la nation qu'on veut faire disparaître, nous devons être unis. Regardez par exemple, le chef de l'État signe l'accord de Washington. L'opposition fait un contre-rapport. Ils disent non, ces accords-là, ce n'est pas correct. Même l'Église catholique. Ils ont dit, on a 9 ans qu'on a hypothéqué, c'est écrit noir sur blanc. Mais dans les accords, nulle part, on parle des dates. Vous comprenez la mauvaise foi. Donc, tant qu'on ne parlera pas le même langage. Je donne un autre exemple. Le 22 juillet 2026, le président Tshisekedi doit parler à la tribune des Nations Unies. Oui. Mais c'est la même date, le même jour, que l'opposition lui demande de quitter le pouvoir. Mais il n'est pas obligé, le chef d'État n'est pas obligé d'aller parler. Il peut déléguer la ministre. Non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la République démocratique. C'est la voix du Congo qu'on veut. C'est la République démocratique du Congo qui parle. Oui, mais lorsque le même jour vous parlez, ce sont les symboles. Lorsque vous parlez à la tribune des Nations Unies, votre pays parle, et que le même jour il y a des morts dans votre pays, est-ce que votre discours passe? Ça passe pas. On verra les morts, on verra les blessés, on verra la bastonnade. Mais, monsieur Nikez, oui. Vous ne démontrez pas, excusez-moi de le dire, vous ne démontrez pas concrètement comment parler d'une même voix pouvait faire taire les armes de façon définitive. Mais je dis ceci. Oui. Ce n'est pas moi qui dois dire voici comment vous devez. Je dis simplement que les Congolais, toutes tendances confondues, doivent taire leurs divergences pour affronter l'ennemi commun. L'ennemi qui, si on ne fait pas attention, fait disparaître notre pays. C'est pourquoi je donne le cas de l'Ukraine, je donne le cas de l'Iran. Les opposants se sont tués. L'église orthodoxe, l'église mère orthodoxe, c'est en Ukraine. Même l'église a pris position contre la Russie. Vous comprenez? Donc moi je dis simplement que nous devons regarder dans la même direction pour éviter, pour ne pas faire les lits de ceux qui veulent détruire. Or, lorsque vous regardez ceux qu'on invite au dialogue, c'est comme à Sun City. Impunité. Parce que la première des choses qu'on fera, c'est quoi? L'immunité. Et les 10 millions de morts, on les met où? On les met où?
Donc si l'Église propose un dialogue où il n'y a pas de sanctions, mais un dialogue parce que la finalité, on va se partager le pouvoir, ça il ne faut pas se le cacher. Il faut se partager le pouvoir. Il faut recréer l'ordre constitutionnel. Parce que les gens qui viendront dialoguer, ils demanderont des postes. Ils demanderont que certains soient à l'Assemblée nationale. Or, on ne peut pas avoir une Assemblée nationale de 1000 personnes. Ils demanderont qu'ils soient au Sénat. On ne peut pas avoir un Sénat de 500 personnes. Le budget est là. Et donc, soit on va dissoudre les institutions démocratiquement élues pour créer une transition. Et vous savez, c'est simple. Tshisekedi donnera comme condition, je veux tout, je peux tout vous donner, on ne touche pas à la présidence. Ça, on ne peut pas se le cacher. Donc c'est pourquoi nous disons que le dialogue là, qui blanchit les criminels, qui fait taire les crimes et nos morts, ce dialogue là n'est pas la solution, parce que ça va aboutir à des accords, et ces accords-là, c'est des soumissions, c'est des assujettissements pour notre pays. Mais donc si on change la constitution dans ce contexte-ci, le Congo ne sera pas balkanisé. Il sera toujours un et sans difficulté. On pose mal le problème. Si on change la constitution, si on est divisé, comme on l'est aujourd'hui, ceux qui veulent balkaniser, ils vont continuer, parce que c'est un projet. Le projet ne date pas d'aujourd'hui. Le projet date, je vous dis, quand Mouzé a pris le pouvoir, on a brandi les accords de l'Emera, non? Dans les accords de l'Emera, selon la version qui circule, nous devions céder 300 kilomètres. Mais regardez dans notre constitution, moi je ne lis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est très, très technique. Je ne veux pas entrer dans des considérations qui seront des mentis demain. Mais regardez, il semble que dans notre constitution, les limites, disons, la superficie du pays n'y est pas. Que nous sommes un État laïque avec une superficie de 2 345 410 km². Il semble que la superficie là n'est pas dans la Constitution. Si elle n'est pas dans la Constitution, on a voulu quoi? Parce que les accords de l'Emera disent que nous devons donner une partie, 300 km au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda. Mais regardez, parce qu'ils doivent sécuriser leurs frontières à l'intérieur de nos frontières, à 300 km. Mais c'est ce que le Rwanda fait, non? Il nous dit qu'il est au Congo pour empêcher un deuxième génocide, pour empêcher que les FDLR viennent attaquer le Rwanda. Donc ils sécurisent ces frontières à l'intérieur de nos frontières. Et c'est ça, effectivement, l'accord de l'Emera, version propre. Comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, la balkanisation n'est liée pas la constitution à la balkanisation. Donc on peut la changer aussi. Mais d'abord, vous pouvez... On doit, c'est ça? C'est pourquoi je réponds. Vous pouvez interroger le Saint-Esprit. Il ne vous dira jamais la date du changement de la constitution. Le changement de la constitution répond à des opportunités. Lorsque, à supposer que Nanga arrivait à Kinshasa, va-t-il ou non changer la constitution? Parce qu'il la viole déjà. En prenant les armes, il la viole déjà. Donc, le changement de la constitution ne répond qu'à des opportunités qui se présentent. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de changer la constitution? Mais ceux qui changent la constitution, ils nous donnent les opportunités. Parce qu'il n'y a pas une date précise, on dit à telle date c'est bon pour changer la constitution, à telle date c'est mauvais. Je vous donne l'exemple. Lorsque Mouzé est arrivé à Kinshasa, nous avions une constitution d'Isaïe. Est-ce qu'il l'a respectée? Mais prenons un exemple plus facile. Mouzé Kabila, avant de partir, il a laissé un parlement, non? Lorsqu'il est décédé, que dit la Constitution? C'est le président du Parlement qui prend le pouvoir. Joseph a pris le pouvoir, oui ou non? Il a pris le pouvoir. Est-ce qu'il a respecté la Constitution? Mais ce sont les mêmes professeurs congolais qui lui ont donné les textes pour prêter serment. Ils ont fabriqué un texte. Vous avez dit aussi que les accords de Sun City ont prévalu à la rédaction de la Constitution actuelle. Oui. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on devrait y penser à changer. Mais vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez de changement de la Constitution, on vous range pro-Tshisekedi. Il y a des gens qui ont réfléchi. J'ai lu par exemple l'article du professeur Nguyandi là.
Il était ancien directeur de cabinet, il était directeur de cabinet du chef de l'État Mobutu. C'est un grand professeur qui est dans les frontières, qui traite des problèmes de frontières. Mais le professeur Ngouyandi dit clairement qu'il faut changer cette constitution. Il a réfléchi in tempore non suspecto, c'est-à-dire là où personne n'en parlait. Vous prenez le professeur Ndaïwel. Le professeur Ndaïwel, j'ai même fait une interview avec lui, j'ai publié l'article dans le journal Les Coulisses, en ligne. Le professeur Ndaïwel proposait même une réflexion pour que le mandat soit de 7 ans, renouvelable une seule fois. Mais lorsque vous parlez de ces gens-là, directement on vous ramasse en disant non, vous êtes pro-Tshisekedi. Non, le problème de la Constitution, on doit y réfléchir à temps et à contre-temps. Et donc, vous me posez la question si on doit changer la Constitution. Moi, je vous dis, ce n'est pas à moi de dire, mais je dis qu'il n'y a pas une date fixe pour changer la Constitution. Il n'y en a pas. Lisez la Bible, lisez le Coran, il n'y en a pas. Ce sont des opportunités. Il y a des accusations comme quoi la Cinco jouerait serait de connivence avec ceux qui ont pris les armes. Ceux qui disent cela en veulent pour preuve notamment les visites incessantes des évêques et des pasteurs de l'ECC au Rwanda et même à Goma, où ils ont vu Corneille Nangaa, ils l'ont béni, ils ont été très jovial dans un climat un peu festif. À part ça, il y a la déclaration de Monseigneur Ambongo au Rwanda, la conférence sous-régionale, où il loue disons, l'état d'avancement du Rwanda, la politique, la gouvernance publique, ainsi de suite. Ouais. Beaucoup lisent cela, tous ces événements, et même la déclaration de Monseigneur Mouteba sous le soutien notamment de leur déplacement. Ouais. Beaucoup lisent tous ces événements-là au fait qu'ils soient des connivences avec notamment Kagame et ceux qui veulent justement occuper l'Est du pays. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Alors, moi, je vais vous répondre par un exemple simple. Oui. En 2001, l'armée ougandaise occupe le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est de Kanyabayonga jusqu'à Beni, c'est-à-dire dans le Nord Kivu. L'armée ougandaise occupe le Grand Nord. Il accompagne le RCD KML de Mbusa Nyamwisi. Il tue, il y a des massacres. L'évêque de Butembo Beni, Monseigneur Paluku Sikuli Melchizedek, il est encore vivant. L'évêque sensibilise la population pour ne pas se laisser piétiner par l'envahisseur. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le président Museveni envoie une invitation. Si je savais que vous me poserez cette question, j'allais vous l'amener parce que j'ai la copie. Le président Museveni, à travers sa demi-ap, il s'appelait Paul Cotte, je crois, il est déjà décédé, envoie une invitation à l'évêque de Butembo Beni, Monseigneur Melchizedek, en disant, vous venez à ma charge, tout est à ma charge. C'est écrit noir sur blanc. Tous les frais, déplacement, logement, séjour seront supportés par la présidence de l'Ouganda. L'évêque a décliné l'invitation. Et quand je pose la question à l'évêque, voici la réponse au simple qu'il m'a donnée. Un évêque ne se déplace pas n'importe comment et n'importe où. Son souci, c'est d'abord ses brebis. Un point trait. Maintenant, mettez dans le contexte aujourd'hui. Quand nous voyons la Cinco ballottée, j'allais dire comme des enfants, excusez-moi. Ils vont au Rwanda, ils vont au Kenya, et dernièrement ils étaient à Brazza. Mais est-ce que vous pouvez aller, je prends un exemple simple, vous êtes marié, non, je ne vous pose pas la question, je donne mon exemple. Oui. Vous êtes marié, votre femme vous attrape avec une autre femme, ou bien elle apprend que vous voulez avoir une deuxième femme, ou vous avez maintenant une deuxième femme. Il va demander, c'est possible d'aller demander conseil à un polygame? Quelle est la réponse que le polygame va vous donner? Vous venez le provoquer. Vous comprenez? Vous quittez Kinshasa. Vous allez au Rwanda. Dire que non, Tshisekedi veut violer la Constitution. Ce monsieur a déjà fait plus de 20 ans au pouvoir.
Vous allez à Brazzaville, vous dites la même chose. Non, non, président, intervenez pour nous, empêcher Tshisekedi parce qu'il veut changer la constitution. Il a fait 40 ans au pouvoir. Et c'est ça, c'est pas une provocation? Alors, s'il est sage et diplomate, il vous répond que c'est bien, j'ai bien entendu, je vais transmettre vos préoccupations. Mais c'est une honte. Ce sont nos évêques, les pères de l'Église. Ils ne peuvent pas se balloter comme cela. C'est pourquoi j'ai commencé par vous donner l'exemple de Monseigneur Sikuli Melchizedek. Il est vivant. Il a refusé l'invitation écrite de Museveni. Voyage, logement, séjour, tout aux frais de la présidence ougandaise. Il a dit, je ne viens pas, un évêque ne se déplace pas n'importe comment et n'importe où. Je dois veiller sur mes brebis. Mais cet exemple, l'évêque là, il est de la Cinco, non? Quand les autres reçoivent les invitations, pourquoi ils ne lui posent pas la question? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez répondu comme cela à Museveni? Et c'est comme ça que la leçon peut être retenue par les autres et éviter cette honte que nous portons. Nous sommes en train de porter, nous sommes des catholiques, nous portons la honte. Ça, je vous l'ai dit. Quand nous voyons les pères de l'Église se trimballer comme ça, ça nous fait mal, nous portons la honte. Et si personne ne les dénonce, ils croiront qu'ils sont sur le bon chemin, alors qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Alors, Monsieur Nikez Kibel Bel, on va vous libérer, hein, parce que le temps est affilé tellement vite. Mais je voudrais également, peut-être pour finir, hein, parce qu'on est en train de chuter, je voudrais peut-être pour finir, que vous nous disiez, en ce qui vous concerne, n'est-ce pas, en ce qui me concerne. En ce qui vous concerne notamment sur on va appeler ça comment? Ce groupe des Congolais, composé notamment à la tête duquel se trouve Kabila, Joseph Kabila aujourd'hui, dans le Sauvons le Congo. Sauvons la RDC. Plutôt Sauvons la RDC. Oui. Ils sont aussi dans dans ce schéma-là de, disons, de demander un dialogue afin que... Comment vous comprenez cette démarche-là, notamment ceux de Kinshasa, ceux qui sont à l'étranger, tout ça. Comment vous comprenez tout ça, toutes ces initiatives? Merci. Soit nous ne comprenons rien, parce qu'on ne peut pas comprendre cette démarche-là d'un ancien chef de l'État qui va se retrouver entre les gens qu'il a combattus. En 2012, quand vous allez au CHESD, au Collège des hautes études, l'amphithéâtre s'appelle Tchanzu. Tchanzu, c'est la colline où notre armée, ayant repoussé l'ennemi, a récupéré toutes les sortes d'armes. L'amphithéâtre s'appelle Tchanzu. Et c'était sous Joseph Kabila. Il y a eu des morts. Côté armée, côté police, côté population. Alors, aujourd'hui qu'il se retrouve là-bas, c'est pourquoi j'ai dit, je ne comprends pas. Mais maintenant, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui veut comprendre. Lorsque vous êtes débiteur, vous devez répondre au créancier. Parce qu'il vous a prêté. Mais l'histoire de notre pays, je reviens toujours sur j'ai parlé de l'histoire du Rwanda. Mais l'histoire de notre pays dit quoi? Dans les rébellions rwandaises au Kivu, le Rwanda monte un mouvement rebelle. Il n'y a pas un leader Tutsi. Le leader doit être choisi dans la communauté qui n'est pas celle du Rwanda. Comprenez? On a monté l'AFDEL. Le leader, c'était qui? Laurent Désiré Kabila. On a monté le RCD. Le leader, c'était qui? Wamba Diawamba. On a monté le M23. Le leader, c'était qui? Runiga. Le pasteur Runiga. Et le M23 bis, le leader, c'est qui? Corneille Nangaa. Cherchez-moi la figure de Tutsi là-bas, il n'y en a pas. Voilà les rébellions rwandaises au Kivu. Avec les visages congolais. Les visages congolais. Congoliser les agressions. Congoliser les agressions. Alors, les gens qui
connaissent cette histoire, qui savent comment les autres ont terminé leur parcours au service du Rwanda, ils vont là-bas et ils demandent un dialogue. Alors que les rébellions rwandaises sont des mouvements militaro-politiques. Je dis bien, pas politico-militaires, militaro-politiques. C'est-à-dire que c'est d'abord des groupes terroristes, dans la définition qu'une organisation terroriste est une organisation soutenue par un État étranger. Donc, ces groupes-là, c'est des mouvements militaro-politiques. Pour devenir politico-militaires, ils prennent des Congolais. Mais la question que je me pose, que je nous pose, depuis le dialogue de Sun City, vous avez déjà vu les armes avec lesquelles le RCD s'est battu contre nous? Est-ce qu'on a remis les armes quand ils ont fait le 1+4? Ils n'ont jamais remis les armes. Le MLC a remis les armes. Le RCD n'a jamais remis les armes. Le RCD KML a remis les armes. Même si c'est 5-10, le RCD Goma n'a jamais remis les armes. Est-ce que le CNDP a déjà remis les armes? Non. Est-ce que le M23, dans les mixages, est-ce que ces gens ont remis les armes? Non. Bon, l'AFC aujourd'hui, parce que l'AFC dit que c'est lui qui combat, c'est lui qui gagne, qui gagne les villes de Bukavu, Goma, c'est l'AFC, c'est Corneille Nantes. Qu'il commence par remettre les armes avec lesquelles il a tué, et on discute. Il faut des préalables. Parce qu'ils viendront avec leurs costumes, et ils seront réintégrés dans la société sans armes, alors qu'ils ont fait tuer. Alors, monsieur Nikez, alors, peut-être pour totalement finir, hein, j'espère que vous allez partir totalement finir. L'affaire de 14 mois de M23 ici à Kinshasa, la libération de certains membres du M23 qui étaient en dolo, on ne va pas citer leur nom. Et voilà, l'arrivée de Kagame à Kinshasa, il semblait qu'on l'a reçu ici à Kinshasa, on l'a accueilli triomphalement, au cours d'une certaine période, hein, sous le président Tshisekedi. Voilà. Comment cela peut-il se comprendre si nous savons que les M23, les Rwandais, tout ça, ont un plan machiavélique sous le Congo? Est-ce que cela est vrai? J'aurais souhaité qu'on fasse une émission sur ça, mais je vais quand même répondre. En quelques mots. Oui. Le M23 est arrivé ici, il a fait 14 mois. Vous savez, les discours, c'est quoi? Kabila est dictateur. Il faut corriger, il faut chercher un démocrate. D'abord, Mobutu est dictateur. La République démocratique du Congo mérite qu'à la tête qu'il y ait un démocrate. On fait pas chasser Mobutu. On met Kabila. On donne même le nom Alliance des forces démocratiques. Il y a le mot démocratie dedans. Quelques temps après, on nous dit non. Kabila, c'est Laurent Désiré Kabila, c'est un dictateur. Le Congo mérite un démocrate. Il faut le faire chasser. On les tue. Bon, Joseph arrive, je ne sais pas s'il a été dictateur ou démocrate, je ne dis pas. Tshisekedi arrive, il remplace Joseph. Quelques mois après, il dit non. Sa dictature est même pire que celle de Mobutu, il faut les chasser. Alors, lorsque la délégation du M23 arrive ici, dans toutes les négociations, dans tous les dialogues, ils ont le même discours. Le gouvernement de Kinshasa ne respecte jamais les accords. Mouzé n'a pas respecté les accords. Joseph Kabila n'a pas respecté les accords. Ils viennent voir Tshisekedi. Je caricature. Ils viennent voir Tshisekedi. Nous avions signé des accords avec votre prédécesseur. Il n'a pas respecté. Ah, il n'a pas respecté. Vous, au moins, vous êtes sérieux, vous pouvez respecter. Il passe 14 mois à l'hôtel, comme vous l'avez dit. Non, pas comme je l'ai dit. Comme c'est rapporté par certains médias. Bon, comme c'est rapporté. Et s'ils sont repartis pour relancer la guerre, ont-ils réussi leur mission? Ben, ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que s'ils avaient réussi la mission pour laquelle ils sont venus à Kinshasa, il n'y aurait pas de guerre. Admettons qu'ils ont vu Tshisekedi. Il a dit qu'il ne les a pas reçus. C'était le ministre. Si le ministre a fait le rapport à Tshisekedi, que ces gens, comme nous là, comme moi, Nikez, je les connais, ils demandent la balkanisation du pays. La gestion d'un État fédéral, la gestion décentralisée du nord Katanga jusqu'aux Ouélé. Si Félix avait été mis au courant de leurs demandes, est-ce qu'il allait accepter? Non. Cela signifie que ce qu'ils ont présenté comme cahier de charges,
qu'il présentait toujours, n'a pas plu au président de la République. Il a refusé de les recevoir. Donc on ne peut pas dire qu'il les a reçus, parce qu'ils ont fait la même chose depuis 30 ans. Bon, maintenant vous parlez de Kagame qui arrive ici. Mais vous ne parlez pas de Kagame qui nous a fait traîner le 30 juin pendant 2 heures. Vous vous souvenez? Manifestation ici, je pense, prestation de serment de Joseph Kabila. Tout le monde était là. Même le roi des Belges. Kagame est arrivé avec un retard, je pense, d'1 heure ou d'1 heure 30. On l'attendait pour commencer les cérémonies. Alors, lorsque Tshisekedi reçoit Kagame, je me fais un peu la voix du diable. Mais il le reçoit sûrement comme d'abord un voisin. On doit entretenir les bonnes relations. Comme voisin. Alors, si ça ne marche pas, aujourd'hui, ils sont en brouille. C'est-à-dire qu'au fait, il a compris que le voisin n'était pas un homme avec qui on pouvait faire des deals, un homme avec qui on pouvait marcher ensemble pour la paix. Parce que Tshisekedi qui nous dit que non, Kagame est mauvais. Laurent Désiré Kabila nous a dit que Kagame était mauvais, nous n'avions pas cru. Pendant 18 ans, on nous a dit que Kagame était bon. Tshisekedi arrive, il dit oui, Kagame est bon, et puis après on nous dit non, non, c'est lui notre ennemi. S'il a péché, lapidez-le. Monsieur Nikez Kibel-Belouka, merci énormément. On vous a suivi, on vous a écouté. Ceux qui nous ont demandé de vous recevoir seront très très heureux. Peut-être qu'aussi la semaine prochaine, si vous avez le temps, on pourra prendre un autre sujet. On trouvera toujours le temps parce que nous sommes au service des Congolais, de tous ceux qui aiment Congo Belge. Donc nous trouverons le temps. Merci beaucoup, Monsieur Nikez. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On a fini là. Allez, on se dit au revoir.